excepté à Saint-Mélima, où des précipitations sont attendues et au petit matin, seule la ville de Kribi sera finement mouillée. Voilà, le climat actuel est favorable à la culture du sorgho dans le nord. Prenez soin de vos plantations. Leader de l'audiovisuel de troisième génération, C3A Production vous offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Production, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. CEMAC, la sous-région Afrique centrale mise sur l'industrialisation pour sauver ses économies. Le 20h30 revisite ce soir les recommandations clés pour décoller et se propulser malgré les diverses crises. On en parle à l'ouverture de ce journal. Le calme est de retour dans le Logo-Nechari après des affrontements meurtriers entre Arab-Choua et Mousgoum. Il reste cependant à résoudre l'équation des déplacés internes et des retours sur des cendres d'habitat incendiés. Le 20h30 décrit la situation 10 jours après les pourparlers. Et puis, General Certificate of Education Examinations, des résultats et davantage de bons points, 15% de plus de taux de réussite par rapport à la session de l'an dernier. Constat et analyse dans ce journal. C'était les titres. Le développement, c'est dans un instant. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, merci de nous accueillir chez vous. Ouvrons ce journal par un diagnostic, celui des économies de l'Afrique centrale. Cette semaine, les chefs d'État de la CEMAC se sont prêtés à l'exercice. Ils ont déblayé les pistes de la relance. C'était à la faveur d'un sommet extraordinaire par visioconférence. La plupart des États membres de la CEMAC sont entrés en récession. Le Cameroun, lui, arrive à se maintenir en équilibre grâce à la diversification de son économie. Revisitons la cartographie des économies sous-régionales avec Franck Evina. Tous connaissent une difficile conjoncture, mais à des degrés différents. Au Cameroun, la baisse des prix du pétrole, les crises sécuritaires et la pandémie du coronavirus mettent l'économie à rude épreuve. Contraction de la demande, baisse des activités dans les secteurs agro-industriels, baisse de la capacité contributive des entreprises aux recettes de l'État. Face à ces aléas, l'État a dû revoir ses plans pour renforcer la résilience et surtout éviter la récession. Situation dans laquelle se trouvent déjà les autres États membres de la CEMAC. En proie à des crises politiques et sécuritaires depuis plusieurs années, la RCA subit les répercussions de la faible demande mondiale des matières premières agricoles et des ressources minières. Effet immédiat, diminution des recettes issues des droits d'assises et de la TVA. Le Congo est dans la même situation. Selon la Banque africaine de développement, le pays qui consacre 90% des exportations au pétrole reste en récession du fait de la chute de la production et des prix mondiaux de cette ressource naturelle. L'or noir, dont la baisse de la valeur marchande a aussi fragilisé l'économie de la Guinée équatoriale. 8 années déjà que le pays est en récession. Une situation exacerbée bien évidemment par la pandémie du Covid-19. Pour sortir la tête de l'eau, Malabo mise notamment sur un grand projet gazier et la diversification de l'économie. Démarche similaire adoptée par le Tchad qui a suspendu la production pétrolière. Pour la relance, le pays compte notamment sur le marché du coton. Le Gabon, quant à lui, doit mieux mobiliser ses recettes non pétrolières et maîtriser ses dépenses courantes d'après la BAD. En un mot, comme en mille, les économies de la CEMAC sont touchées, mais pas couchées. Le sommet extraordinaire de Yaoundé a insisté sur l'industrialisation comme moteur de développement et de résolution des crises qui minent l'espace CEMAC.
Cette industrialisation sera principalement financée à travers des financements hybrides et des programmes économiques de seconde génération avec le Fonds monétaire international. Marie-Laurence Senke. L'excès de dépendance des économies de la CEMAC vis-à-vis du marché international a été rappelé par la pandémie de la COVID-19. Le sommet de Yaoundé a fait de la diversification économique tirée par l'industrialisation le moteur des réformes structurelles. En clair, les États membres de la CEMAC doivent accentuer les réformes liées à la transformation des produits de base. Mettre résolument en œuvre les politiques et réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du PREP-CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et créer les meilleures conditions d'une croissance soutenue. Pour y arriver, il faudra mobiliser d'importantes ressources financières dont le principal moteur est le financement extérieur. La première option est de combiner les caractéristiques des appuis financiers des différents bailleurs de fonds et d'accroître substantiellement les financements en privilégiant les ressources concessionnelles ainsi que les partenariats publics-privés. Mais le principal module sera impulser une nouvelle et forte dynamique à la stratégie régionale de redressement économique et financier à travers les programmes économiques et financiers de deuxième génération, à conclure avec le Fonds monétaire international, appuyé entre autres par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la France. Seulement, la principale condition de réussite est l'entrée collective et simultanée en programme avec le Fonds monétaire international des 6 pays de la CEMAC. Prenons la direction de l'extrême nord où plus de 800 familles victimes de pillages dans le département du Logonéchari sont en détresse. Une partie est accueillie dans la zone urbaine, l'autre s'est déportée en direction du Tchad. C'est la conséquence des affrontements sanglants de ces dernières semaines entre les communautés arabes Choua et Mousgoum. Bonne nouvelle, on signale le retour de quelques habitants chez eux. Le gouverneur Midi Awa Bakari de l'extrême nord indique qu'un comité de gestion de crise est à pied d'œuvre pour évaluer les pertes et prêcher la paix. On fait le point avec Augustin Guizana. L'enceinte de la sous-préfecture de Logon-Birni leur sert de refuge. Ils sont en majorité des femmes et des enfants, désormais à la merci des intempéries. C'est le même sort réservé aux autres victimes de pillage et qui ont fui en direction du Tchad. Les pouvoirs publics suivent la situation de près. Présentement, autour de la sous-préfecture, ils sont majoritairement d'ethnie arabe Choua, mais également le long du fleuve Logon, nos frères d'ethnie Mousgoum, qui ont juste traversé pour se retrouver dans la province du Chari-Bagirmi. On a dénombré 829 familles. Si l'on signale le retour de quelques habitants, reste l'équation de l'habitation à résoudre. Les affrontements ont laissé une centaine de maisons réduire en cendres. Nous avons saisi la hiérarchie pour trouver des moyens de locomotion. C'est par pirogue, les hors-bords, l'appui en carburant et autres pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que parmi eux, il y a des enfants, il y a des femmes grosses, il y en a qui ont le palu et autres. En plus de ce que le chef d'État a donné, donc les travaux seront très bientôt engagés. Le conflit qui a éclaté le 7 août 2021 entre Arabes Choua et Mousgoum a fait 28 morts, 40 blessés, des centaines d'hectares de cultures détruits et a provoqué le déplacement de plus de 800 familles, aujourd'hui appelées à se refaire une vie, pas toujours dans la quiétude. Parlons maintenant d'éducation. Le General Certificate of Education Examinations a rendu son verdict hier, 61,94% pour le GCE Advanced Level et 59,8% pour le Ordinary Level. Une performance en augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Les responsables du GCE Board basé à Boya dans la région du Sud-Ouest saluent le bon déroulement de cette session et envisagent une meilleure session à venir. Martin Wendengue. La sentence est tombée une semaine plus tôt, 61,94% pour le GCE Advanced Level et 59,08% pour le Ordinary Level. Cette session a connu de nombreuses avancées selon les responsables du GCE Board. Il s'agit par exemple du retrait de la manipulation des épreuves aux surveillants.
Seuls les membres du GCE Board étaient au contact des épreuves. Nous avons ouvert des sessions de correction à Limbe et Boya en faisant tourner les correcteurs et en veillant à augmenter leur nombre dans le but d'alléger leurs tâches. Cela accroît l'efficacité. Efficacité prouvée et vérifiée grâce au taux général de réussite qui a connu une hausse de 15%. Leur nombre a augmenté cette année, preuve que la confiance dans les examens du GCE Board s'améliore par rapport aux années précédentes. Pour ce qui est du Technical and Vocational Education Examination, l'enseignement technique et professionnel, c'est en tout 58,81% de taux de réussite pour le premier et 71,59% pour le second. Tout le monde est désormais fixé et n'attend plus que le grand jour. Rendons-nous dans la région de l'Ouest pour dire que Viviane Achiri-Kelo, la secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base et élite d'Umbuy, est aux côtés des élèves déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de Bafoussam et ceux de Koutaba et de Fumbot. Des fournitures scolaires leur ont été remises au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part un parterre de personnalités. On fait le point tout de suite avec Jean-Paul Pondy de CRTV-Ouest. C'est avec la main sur le cœur que Viviane Achiri-Kelo est venue à la rencontre de ses enfants. Des sacs contenant cahiers, règles, stylos, crayons et bien d'autres encore constituent l'essentiel du package. Pour la bienfaitrice, ce geste est vital en cette période. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants vont aller à l'école. Et nous sommes ici pour donner les petits matériels pour que les enfants partent à l'école en paix. L'éducation de la jeunesse, une priorité qui mérite d'être saluée et accompagnée. C'est de solidarité pour supporter les efforts du gouvernement du Cameroun pour assurer que tous les enfants, quelles que soient les conditions, puissent aller à l'école. Soulagement pour ses parents en cette veille de rentrée des classes. Capaciter les enfants qui sont déplacés, aussi les parents aussi. Comme ils sont dans les salles de classe avec quelques cahiers, vraiment, ça va tellement aider les parents aussi. L'élite présente salue ce geste. Rendez-vous a été pris l'année prochaine à Kombo, dans le Buis. Près de 380 km de routes bitumées seront réceptionnés dans la région du Sud en fin d'année 2021. Le ministre des Travaux publics l'a annoncé cette semaine à Ebolova. C'était au terme d'une visite sur certains chantiers routiers et une rencontre avec les exécutifs communaux. Le bilan de ces descentes avec notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno. De Mintom jusqu'à Mbala-Muntama, la frontière avec le Congo, l'on roule désormais sur du bitume. Celui d'une route d'un linéaire de 120 km avec peu de courbure. Largeur de la chaussée, 7,5 mètres en zone de campagne et 11,5 mètres en zone urbanisée. Des accotements de 2 mètres. La signalisation et les éléments de sécurité permettent aux usagers de communiquer avec l'infrastructure. Après l'avoir parcouru, le maître d'ouvrage a félicité les équipes du projet. Pour avoir la réception provisoire, il va falloir une réception technique qui sera faite par la mission de contrôle. En plus de la route, d'autres infrastructures ont été aménagées, notamment la station de paysage et un poste de péage. En attendant la réception provisoire et la réception définitive, le ministre a demandé que l'ouvrage soit entretenu. Dès qu'une route est terminée, c'est un gros investissement. Il faudrait donc que l'État commette automatiquement une équipe d'entretien pour ne serait-ce que curer les caniveaux. Ces lots font partie de la transfrontalière Samelima-Wesso, l'un des leviers de l'intégration sous-régionale. Après le Sud, le ministre des Travaux publics se rend dans les régions du Nord et de l'Extrême Nord pour une visite de travail de 3 jours. Il est prévu au cours de ce séjour d'Emmanuel Nganou-Djoumessi l'ouverture officielle à la circulation de la route Marois-Pogo. On s'achemine vers la fin des vacances. Les vacanciers cherchent à rallier leur domicile le plus rapidement possible. Conséquence, excès de vitesse, première infraction enregistrée par les gendarmes sur les principaux axes routiers investis dans le cadre de l'opération contrôle, surveillance, répression visant à combattre le non-respect des règles sur nos routes. Les détails avec Pierre Ivimbe. Axe Yaoundé-Douala, les usagers sont en mode urgence. Il faut vite rentrer à la maison. Pour le moment, c'est toujours l'excès de vitesse. Chacun va te dire, je suis pressé, je dois aller au dé, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Donc, il y a cet excès de vitesse que, franchement,
nous sommes très rigoureux là-dessus. Ici en Goum, non loin de Boumyebel, les Pandores font face à une menace, celle des personnalités ultra pressées qui écrasent le pied sur l'accélérateur et le code routier. Des véhicules, du corps administratif et voire des forces de sécurité qui ne sécurisent plus. Mais le gendarme est un monsieur dont ne cède toujours pas. Même comme vous croyez qu'il a cédé, il a quand même envoyé au haut commandement le rapport sur vous. Vous avez vu un camarade de la police, il est en train de payer son amende. Vous avez vu un sous-préfet qui est en train de payer son amende parce que les excès de vitesse. Nous sommes même partis jusqu'au magistrat. Sur les axes routiers, on a l'impression que seuls les gendarmes ont peur pour la vie des usagers, car ces derniers sont assis sur le code routier. Si vos oreilles sont sur votre postérieur, eh bien les pandos savent comment vous faire écouter et comprendre. Dans l'espace urbain et pour les questions d'hygiène et de salubrité, l'entreprise Isacam réaffirme son engagement à accompagner la communauté urbaine de Douala. 100 nouveaux camions polyvalents et flambants neufs ont été acquis et présentés au cours d'une cérémonie dans la cité capitale économique. Alvin Baonganzie de CRTV Littoral pour les détails. 100 nouveaux camions spécialisés pour renforcer la propreté des villes du Cameroun, surtout celles qui abriteront très bientôt la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Isacam entend ainsi mettre son expertise et son expérience de plus de 50 années au service de la salubrité des villes. La mise en service de ces engins d'une valeur de 12 milliards de francs CFA implique le recrutement de jeunes Camerounais sur l'étendue des 18 villes du réseau national de cette société citoyenne. L'innovation dans ces 100 nouveaux camions, c'est que ça intègre des centres de transfert. C'est-à-dire qu'il y a des camions petits porteurs qui vont collecter dans la ville, ramener dans les centres de transfert et les centres de transfert vont transférer vers les centres de traitement des déchets. Nous avons tenu compte du fait que la mobilité dans la ville est de plus en plus difficile. Et nous avons intégré des camions gros porteurs qui vont dans les centres de transfert récupérer les déchets pour les zones de traitement. Étant donné la capacité encore insuffisante d'absorption des ordures ménagères par les équipes de la communauté urbaine de Douala, la collaboration entre la mairie de la ville et Isacam est une aubaine pour rendre plus efficace la collecte des déchets, même dans les quartiers difficiles d'accès. Au-delà des actions physiques de ces deux partenaires, il est question d'une prise de conscience collective pour le maintien de la propreté de nos villes. À travers la diversité des camions qui nous ont été présentés, ceux-ci peuvent aller très loin, y compris dans des zones qui ne sont pas d'accès facile. Donc l'enjeu c'est celui-là, et faire en sorte que les gens utilisent davantage les bacs à ordures que les drains. Du champagne a coulé pour célébrer ces 100 nouveaux engins qui arrondissent à 600 le nombre de camions spécialisés en propreté et à 52 engins lourds spécialisés dans le traitement des déchets ménagers, acquisition de la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun. En religion, la CBC célèbre ses noces d'or. Le 50e anniversaire de la Cameroun Baptist Convention a été l'occasion pour l'association des hommes de cette église de faire le point des travaux du complexe commercial ultra-moderne de Mile Tree, Nkwen à Bamenda. La CBC, faut-il le souligner, contribue au développement socio-économique de la région du Nord-Ouest. Laurent Chissopé. La région du Nord-Ouest a bénéficié et continue de tirer profit de la présence de la Cameroun Baptist Convention sur son sol. Année après année, les hommes de cette église restent toujours actifs aux côtés des populations. Nous avons ce grand centre de retraite à réaliser. Les débuts sont déjà engagés. Dans le cadre de cette crise sociopolitique, nous assistons également ceux qui sont les victimes. À cela, il faudra ajouter la construction en cours d'un complexe commercial à Maïfo Bamenda, un édifice qui a cristallisé les attentions au cours de la célébration des 50 ans de fidélité et de bonté de Dieu envers la CBC, dont les hommes comptent encore beaucoup offrir. Nous voyons également un avenir où les hommes vont prendre le leadership
tant au niveau de leur église locale ainsi qu'au niveau de leurs familles respectives. Les différents versets bibliques choisis pour cette célébration exaltent la fidélité de Dieu envers les hommes. Pour le révérend Dr Charlemagne Nditeme, cette fidélité mérite la repentance, la confession et l'intercession de tous les chrétiens de la CBC. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bembe s'enrichit d'une nouvelle chapelle. La cérémonie de rétrocession de ce lieu de culte s'est déroulée au cours d'une messe célébrée par l'évêque du diocèse de San-Milima, Monseigneur Christophe Zoua. Plus de détails avec Eric Assako de CRTV Sud. La remise solennelle des clés de la chapelle Saint-Esprit de Sorcy à Bembis et la bénédiction de ce lieu de culte par Monseigneur Christophe Zoua sont les deux temps forts qui cristallisent ici l'attention des fidèles et des convives massés au parvis de l'édifice, dont une famille chrétienne du terroir, celle de Melingi Nkolo, à qui le prélat exprime sa gratitude. Cette église représente une chapelle. À ce titre, elle reste donc une structure importante pour notre pastoral et pour notre apostolat. Au cours de son homélie, le prélat salue la cohabitation pacifique des religions et le communisme, c'est fertile dans cette localité. Si le père de cette famille, Samuel Melingi Nkolo, était catholique, l'immense part, n'est-ce pas, de la famille est protestante. Mais ils l'ont fait parce qu'ils croient à l'unité chrétienne. L'apothéose de cette visite pastorale, c'est la célébration de la fête de l'Assomption à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bembis, où l'évêque du diocèse de San-Milima et ses ouailles rendent un bel hommage à la Sainte Vierge Marie. La grande communauté Mvogndi était en mode hommage et reconnaissance ce week-end à l'endroit de l'une de ses dignes filles, Régine Essénémé, membre du comité pour l'élimination et la discrimination raciale aux Nations Unies. La magistrate hors hiérarchie a été intronisée matriarche à Assok dans l'arrondissement d'Umfum. Étienne Pascal Azégué. La magistrate hors hiérarchie troque désormais sa toge de juge pour celle de matriarche de la famille Mvogndi. Régine Essénémé a reçu ses attributs au terme d'une cérémonie traditionnelle tenue à l'abri des regards indistraits par les hommes lords ou patriarches. Sa présentation en public a suscité une liesse populaire, selon le rite traditionnel benin. Le pouvoir ancestral dont est désormais doté, l'avocate générale près la Cour suprême a également reçu l'onction des hommes de Dieu au cours de cette messe d'action de grâce. Le nouveau challenge est peut-être énorme, mais pas insurmontable pour la matriarche. C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi beaucoup de fierté d'avoir été choisi. Ils ont pensé que j'avais les capacités de les diriger. Pour moi, c'est un honneur. La consécration de Régine Essénémé comme matriarche survient 2 mois après son élection comme membre du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour dire ce soir que les recherches à l'université de Buea sur le Covid-19 et comment le combattre visent à mettre à disposition une base de données exploitable par les autorités sanitaires du Cameroun et de 10 autres pays africains associés à cette recherche. On en parle avec Évariste Yenga, que nous retrouvons en compagnie de son invité, le professeur Eric Fokam, au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir Atal Badine-Omar. C'est une promesse que nous avons faite hier, celle de mettre un peu de lumière sur les résultats recherchés, escomptés par les chercheurs de l'université de Buea. Avec nous ce soir encore le professeur Eric Fokam, chef du département biologie ici à l'université de Buea. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, dis-nous,
Dans le cadre de cette recherche initiée par votre collègue, le professeur Gideon Ngwa, quel sera le rôle de York University au Canada? Alors, comme on le disait hier déjà, il y a un consortium de 10 universités qui sont représentatives, n'est-ce pas, de toute l'Afrique subsaharienne. Et donc il s'agira de partage d'expériences au cours de réunions hebdomadaires qui vont, des informations vont être fournies, qui vont permettre d'enrichir le modèle mathématique qui sera développé. Maintenant, dites, quel est le résultat escompté à terme? Le premier sera déjà qu'il y aura cette base de données interactive qui sera développée et qui permettra donc, n'est-ce pas, aux chercheurs et aux décideurs ici et d'ailleurs de pouvoir interroger la base de données pour pouvoir se préparer dans l'éventualité de la diffusion de cette maladie et même d'autres maladies éventuellement à venir. Un des deuxièmes résultats que nous espérons bien avoir, ce sera le fait qu'un modèle mathématique qui soit fonctionnel et fiable. Quand on dit fiable, c'est essentiel, n'est-ce pas, dans la prise de décision sera obtenue. On aura ensuite le fait que la science de la mathématique sera démystifiée, parce que là, il ne s'agira plus de cette science rébarbative, mais simplement d'un outil qui permet à nos décideurs de prendre des décisions qui sont certaines. Merci, professeur. On l'a noté, ce sont des solutions adaptées qui sont recherchées donc, ici à l'université de Buea, adaptées au contexte du Cameroun, au contexte des 10 autres pays africains qui sont associés à cette recherche. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Je vous souhaite déjà un très bon début de semaine. L'Union des populations du Cameroun UPC prépare son congrès national prévu en septembre prochain. Les organes annexes du parti nationaliste étaient réunis à Ezeka dans l'Union Ekele à l'occasion du congrès de l'Union démocratique des femmes du Cameroun. Un organe annexe de l'UPC, c'était en présence du secrétaire général Pierre Baleguel-Nkot. Joël Igor Abanda. Ce congrès de l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes du Cameroun, organe annexe de l'UPC, est l'occasion toute trouvée par la hiérarchie pour lancer un appel à l'union de toutes les forces vives du Parti nationaliste. Et c'est ici à la salle des fêtes de l'UPC, à quelques pas de la tombe de l'un des fondateurs de l'UPC, Ruben Umniobe, que ce congrès se tient. Tout un symbole. Les femmes de l'UDFEC vont soulever l'UPC. L'UPC, c'est un parti qui prône la solidarité. Et nous, la jeunesse, nous sommes représentés ici. Pourquoi? Parce que nous voulons apporter du soutien à nos mamans. Selon le secrétaire général de l'UPC, c'est le lieu de donner un souffle nouveau au parti du crabe en permettant aux femmes et aux jeunes de constituer à 70% le bureau national du parti. Nous avons tous demandé aux femmes d'avoir un choix utile aujourd'hui pour construire davantage le parti. Nous avons demandé aux femmes de s'unir. Les gens sont contents. On n'a plus les frottements qu'il y avait eu avant. Tout le monde s'est regroupé. Au mois de juillet 2021, l'annexe des jeunes UPCistes, la jeunesse démocratique du Cameroun, a tenu son congrès. Et la rencontre des femmes de ce parti ici à Ezeka, dans le département de Yon-Ekele, prépare le congrès national de l'Union des populations du Cameroun, qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2021. Dans le RDPC, les militants du Mbamekim Sud-Ouest sont invités à conduire les élections à la tête des organes de base du RDPC dans la convivialité et la tranquillité. L'exhortation leur a été adressée par le président de la commission, Norbert Bellinga. Plus de détails avec Paul Alain Abena. Avec ses 21 sous-sections issues de la reconfiguration du sommier, le Mbamekim Sud-Ouest siège désormais parmi les géants sur l'échiquier politique national. De quoi en rajouter à la délicatesse des opérations qui viennent de démarrer. Les dirigeants du processus se veulent positifs. La note du secrétaire général nous donne l'ensemble des clés d'interprétation de ce processus que nous avons expliqué aux militants. Notre engagement ici est de mettre en œuvre et de mettre en application l'ensemble des dispositions de ces textes de base, de ces textes d'orientation issus des instances dirigeantes du parti. Les militants RDPC de Ngoro tiennent à démontrer leur maturité. Et même si les observateurs envisagent des batailles rudes sur le terrain électoral, les camarades, eux, ne perdent pas de vue que la paix et la fraternité doivent triompher pour asseoir les fondations d'un parti toujours plus fort et toujours plus conquérant.
Dernier hommage à un haut fonctionnaire, Mefiro Umaru, l'ancien ministre délégué au transport décédé le 17 août dernier, a été inhumé dans son Fumban natal. Les obsèques se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités, de ses camarades du RDPC et de l'actuel ministre délégué au transport, Njoya Zakariaou. Stéphane Francky, Kana de CRTV Ouest. Le secteur des transports écrasés du Cameroun et de l'Afrique centrale encaisse un grand coup avec le départ du professeur Mefiro Umaru. On fait mention l'ensemble des prises de parole qui ont rendu un dernier hommage à l'ancien ministre délégué auprès du ministre des Transports. Papa était un homme exemplaire, méticuleux dans son travail et un homme qui n'aimait pas la facilité. Homme pluriel et de foi, le professeur Mefiro Umaru a occupé le poste de ministre délégué auprès du ministre des Transports pendant près d'une décennie. Représentant le ministre des Transports, Njoya Zakariaou, ministre délégué auprès du ministre des Transports, a porté le message de condoléances de Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibé à la famille éprouvée. Militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la grande famille RDPC est venue également rendre un hommage mérité à leurs camarades. Mefiro Umaru est un militant engagé, convaincu et très présent sur le terrain. C'était l'essentiel, je peux dire, de ce que je peux retenir de lui. Inhumé le 18 août dernier dans son Fumban natal, le professeur de rang magistral, expert en économie des transports, Mefiro Umaru, est décédé à l'âge de 67 ans. Le révérend pasteur Tchala Somba pour l'éternité, l'homme d'église décédé en juillet dernier, a été porté en terre ce 21 août en Kolon 2 par Ngoumou, son village natal. C'était en présence de membres de famille et d'une foultitude de fidèles venus rendre un vibrant hommage à celui qui aura révolutionné l'église pentecôtiste au Cameroun. Grand moment d'émotion raconté ici par Christelle Beyina. La terre de Nkolo Long 2 s'est refermée sur l'un de ses dignes fils. Martin Tchala Somba laisse une famille chrétienne inconsolable. Lui, qui aura marqué sa génération à travers son ministère. Le docteur Tchala Somba était un homme sociable, pieux, un père de famille. Il nous a montré le chemin du Seigneur. Qu'il soit parti, nous savons que nous restons avec la conviction qu'il est au ciel. Pilote de formation, le promoteur du ministère Va et Raconte a su se distinguer dans divers domaines. Il aura laissé ses empreintes dans l'univers médiatique camerounais à travers sa radio urbaine Fréquence Vie. Son œuvre ne s'arrêtera pas là. C'est de le dire que même lorsqu'il ne sera plus là, que son épouse qui a appris auprès de lui est tout à fait capable aujourd'hui de perpétuer l'œuvre. Il faut dire qu'elle sera entourée de tous les enfants du docteur Somba que nous représentons. Le célèbre pasteur range sa Bible à 62 ans, emporté par un accident vasculaire cérébral. Il entre dans la joie de son maître, comme le serviteur fidèle qu'il a su être au cours de son séjour terrestre. La page spéciale de ce dimanche, l'artiste de la semaine nous conduit vers un groupe de balafoninistes, Âge d'or ou encore Génération de la Lékine. Dans un style musical associant tradition et modernité, ils ont su conquérir les cœurs des mélomanes et fans de Bikoutsi. Les membres du groupe présentaient leur premier album de 6 titres au cours d'une soirée dédicace à Yaoundé. Silouane Monkam. Du son des balafons et des pas de Bikoutsi puisés dans les racines de la forêt de chez nous, le groupe Âge d'or ou encore Génération de la Léké se laisse découvrir par les mélomanes le temps d'une soirée dédicace. Dans mon idée, dans ma pensée de réunir les artistes de la Léké, puisque si on n'est pas ensemble, si on n'est pas regroupé, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Leur tout premier album sur le marché discographique et déjà le groupe suscite de l'admiration. Leur style musical recherché à partir des instruments traditionnels associés aux instruments modernes fait la différence et apporte une touche de modernité. L'espace culturel Âge d'or a eu la primeur de faire prester sur un même podium lors de la même soirée les orchestres balafon et les orchestres guitare. L'équipe rêve grand. L'album de 6 titres est le début d'une nouvelle aventure qui, comme il le souhaite, doit s'étendre vers d'autres horizons. Le groupe Âge d'or s'inscrit également dans la continuité des groupes de balafon qui ont su écrire leur nom en lettres d'or dans la musique.
En sport, Cannes 2021 au Cameroun, nous parlons ce soir de la tournée des sites de la compétition, tournée du secrétaire général de la CAF. Après Garoua hier, nous vous proposons ce soir la visite des infrastructures sportives et hôtelières de la région de l'Ouest par l'illustre hôte. La qualité des structures répond en tout cas au cahier des charges de la CAF. Détail avec Germain Lissingé. Bien qu'ayant déjà reçu toutes les images du visage des hôtels et des stades du site de l'Ouest, le secrétaire général de la CAF a voulu palper en présentiel la réalité. Au stade Omnisport Kwekong, théâtre des opérations de la poule B, Mosengo Omba a été rassuré. L'ouvrage a tout ce qu'il faut. Dans sa revue des infrastructures sportives de la région, le chef de l'administration de la CAF n'a pas manqué d'instruire sur une ou deux choses, que ce soit au stade Bamenji, temple mythique du Racing de Bafoussam, ou encore au stade municipal de Bafang, l'élément essentiel étant ici la pelouse et l'accès. Côté hébergement, la délégation de la CAF est littéralement tombée sous le charme du Tajidor Hotel de Bangou, qui subit en ce moment les dernières retouches. La majestueuse structure qui accueillera le Sénégal et la Guinée offre un cadre paradisiaque à ses hôtes. 80 pavillons individuels au luxe insolent, un jardin botanique fait de plantes locales et exotiques, un centre d'équitation. Même environnement à la vallée de Bana, avec ses bungalows qui portent les noms des villes du Cameroun. À l'ouest, la Cannes sévivra non seulement à Bafoussam, mais aussi dans toute une région, symbole de communion et d'unité. De très belles images, en effet. La Cameroun Paralympic Team sera au complet ce lundi au village paralympique à Tokyo. La dernière partie de la délégation a achevé le stage d'acclimatation de 2 semaines ce dimanche à Tomakomai. C'était par une cérémonie de revoir et de bénédiction pour la conquête des podiums à Tokyo. Voici le reportage de Samuel Billon, notre envoyé spécial au Japon. Un bel exemple d'amitié et de fraternité, la ville de Tomakomai fait corps avec la Cameroun Paralympic Team. Infrastructure sportive de qualité, écoute permanente et solutions immédiates à toute sollicitation avant l'émouvante cérémonie de revoir. Nous allons rentrer avec Tomakomai dans nos cœurs et nous sommes tellement contents parce que la ville de Tomakomai est une ville accueillante et on espère un jour vous voir aussi chez nous et vous accueillir. Une partie de la délégation constituée du chef de mission, Jules Théodore et Cindy, l'athlète Mimosène Gamsi et l'entraîneur Constance Chefi est déjà au village paralympique. Ils seront rejoints par le reste de la délégation ce lundi. Voilà qui met un terme au 20h30 de ce dimanche, une édition préparée avec la collaboration de Sadou Mamoudou et de la stagiaire de l'ESTIC Corinne Ngonom. Juste après ce journal, retrouvez Scène de presse avec Lucrèce Mebenga et ses invités. Dès demain lundi, vous serez en compagnie de Romuald Tuisengok aux éditions de 20h30 semaine et de Gladys Tata aux éditions de 19h30 semaine. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
It's time to ensure a quality education for your child. Located at Bonanjo in Douala, Douala Cambridge International School is a crèche from 9 months with a specialized team in childcare. DCIS is a nursery and primary school with interactive learning and cross-curricular pedagogy. DCIS is also an academy for extracurricular activities, art, music, dance and sport. This academic school year 2021-2022, DCIS opens the secondary school. DCIS Secondary will be offering a blended curriculum consisting of the Cameroon GCE and the prestigious Cambridge program. At DCIS, it's maximum 15 children per classroom. Registrations are open. www.dcis-school.net 694-243242 676-416661. DCIS, shaping our children's future. Nous sommes en réalité des modèles pour nos enfants. Alors, pour chaque rentrée scolaire, on veut toujours faire le meilleur choix pour eux. Avec les cahiers Safka, le bon élève suit toujours le bon exemple. Grâce à leur couverture solide et résistante, leur ligne claire et nette, leur pagination réelle et vérifiable, et ça, depuis près d'un demi-siècle, les cahiers Safka sont la garantie d'une année scolaire réussie. Safka, le cahier des bons élèves.